Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire à destination des indépendants. Il vous est proposé par la Maïf en partenariat avec Captain Contrat et dans un instant, nous allons nous retrouver avec Didier et Oriana pour parler de la façon dont on peut lancer un site web. A tout de suite. Didier, Oriana, bienvenue. Didier, tu es consultant et chercheur, consultant web marketing et chercheur au sein de New Oxatis. Oriana, tu es avocate en droit du numérique et vous allez nous éclairer tous les deux sur ce sujet des indépendants et la façon dont on peut se lancer en ligne, plus particulièrement comment est-ce qu'on peut créer un site web. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à interagir avec le chat et à poser toutes les questions que vous pouvez avoir parce qu'à la fin de la conférence, on prendra des questions et on y répondra avec nos deux experts. On profitera de leur présence pour entrer dans les détails très concrets. Première question tout de suite, à quoi est-ce que ça sert d'avoir une présence en ligne et plus particulièrement un site web ? Alors, c'est une question qui est essentielle. On va bien parler de site web et pas de présence en ligne. Parce que c'est vrai que parfois, on peut comprendre, est-ce que je vais avoir un compte pro sur Facebook, est-ce que je vais animer une page Insta et ainsi de suite. Là, je pense que l'essentiel de la conversation, surtout pour les indépendants, parce qu'ils sont au cœur du sujet, c'est de se poser la question, est-ce que je vais avoir un site vraiment en www sur l'espace un peu en dur, un site que je vais pouvoir administrer moi-même en toute autonomie. Alors, la question, elle est assez évidente et la réponse est oui. En grande partie, la très grande majorité des indépendants, parfois qu'on a l'occasion de suivre, parce que nous, on a à peu près un panel de 10 000 clients, plutôt e-commerce, on en reparlera, mais il y a aussi des sites vitrines et des partenaires qui font des sites vitrines. La grande question des indépendants, c'est qu'ils vont pouvoir rassurer énormément, crédibiliser leur activité et surtout, c'est un point à mon avis qui est essentiel, se servir du site comme un espèce de commercial électronique. Parce qu'après, il va être référencé, il va amener du contact et du contact qualifié. Et on le sait, le cœur de métier des indépendants, parfois, c'est qu'ils sont experts, ils sont très très bons dans leur domaine. On peut être un coach sportif absolument fabuleux, on peut être spécialiste du paramédical, on peut faire de la formation, on peut être consultant, on peut être artisan. On pourra parler aussi d'exemples de certains artisans, traducteurs, attachés de presse, bref, avoir cette profession libérale. On est très bon dans ce que l'on fait. Mais on n'a pas forcément le temps, ni la compétence ou l'envie, mais pas la bande passante pour aller chercher du client. Et pour avoir aussi cette démarche de conquête, c'est vraiment faire du commercial. Et là, le site va être un atout majeur en fait, qui va épauler, qui va supporter l'activité parce qu'il va pouvoir générer du contact et aussi rassurer et crédibiliser. Donc en ce sens, c'est vrai qu'on a une toute petite minorité de personnes qui ont un réseau déjà de professionnels très bien construit. Ils ont des amis et eux, ils n'auraient pas besoin d'avoir de site. Mais ça, c'est vraiment comment dire, le mode un peu luxe.
Mais c'est vrai que pour la grande majorité, le site web leur permet vraiment d'avoir un espace et une visibilité qui va les booster dans leur business. Ouais, donc c'est une forme de bras droit, c'est un membre dans l'équipe. Oui, c'est ça, c'est une très belle expression. C'est un bras droit. En tant que pilier central de la communication, je vais m'appuyer sur mon site, mais même pour gagner du temps, parce que parfois des prospects ou d'autres clients ont tendance parfois à passer un mail ou un coup de fil, alors que le site web peut répondre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de la relation humaine, pas du tout. Surtout quand on est indépendant, il faut privilégier la relation client. Mais je veux dire que ça nous permet aussi, c'est aussi un élément de productivité. Mais avant tout, un élément très fort de rassurance. Et surtout, on l'attaque avec une vision qui est très pérenne, c'est ancré dans le temps quand on a un site. Alors qu'il y a un côté très volatile, fugitif, éphémère en social media. Ce qui est très bien, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du social media. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même optique de créer un site web. Et puis après, je pense qu'on va pouvoir en discuter ensemble. In fine, c'est très accessible. Il ne faut pas être, un ingénieur en informatique pour, avec les outils dont on dispose aujourd'hui, pouvoir créer en autonomie ou en étant accompagné un site web. On va y revenir. Alors justement, Oriana, tu n'es pas ingénieure en informatique, tu es avocate et toi aussi, je crois que tu t'es penchée dernièrement sur le fait de créer un site web. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Est-ce que c'était important en tant qu'avocate d'avoir un site? Alors oui, tout à fait. En tant que libérale, c'était essentiel pour moi d'avoir un site. Et comme tu le disais, moi, je n'avais pas la branche luxe. Donc, il fallait que je trouve des clients. Il fallait que j'aligne en fait mon propos, donc ma vie réelle, avec une vie numérique qui, elle, permet une communication à toute heure, à tout moment, et d'être finalement toujours disponible, en tout cas de donner de l'information, quel que soit le lieu, le temps, à des clients, à des prospects. Donc pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu mon site web. Aujourd'hui, on a même créé un blog dans lequel on retrouve un certain nombre d'informations. Et pour moi, c'était ça l'utilité de mon site web. Mais ce que tu dis, c'est très vrai. Un site, en fonction de ce qu'on va lui demander, c'est-à-dire soit on a un site vitrine, soit on va avoir un site e-commerce, on ne va pas faire la même chose avec ces deux sites. C'est vraiment deux produits différents. Et de là, on aura un bras armé vraiment équipé ou simplement une vitrine, simplement quelque chose qui est une page d'information. Et ce sont vraiment deux produits différents. On va y revenir à ces différents types de sites web, mais quand j'en suis en amont de la réflexion, que je me pose la question de pourquoi avoir un site web, j'imagine que je dois aussi me poser la question de quel type de site web je dois avoir, par quelles étapes de réflexion je dois passer, quelles sont les bonnes questions que je dois me poser au tout début de la réflexion. Oui, et comme le disait Oriana, pour un indépendant, la majeure partie des personnes qui sont concernées, ils veulent avoir une vitrine. En fait, c'est quelques pages, c'est relativement simple. Il y a des outils de gestion de contenu en fait, qui font ça très très bien. Parce que l'erreur, c'est un peu obsolète, mais l'erreur à ne pas faire, ça serait de faire créer le site par un pote, on en voit encore. En fait, c'est développer un HTML dans le dur, on ne peut plus rien toucher, on n'a pas la main dessus, on ne peut plus faire aucune modification, on est bloqué. Bien. Alors qu'aujourd'hui, il y a des outils de gestion de contenu, on appelle ça des CMS dans le jargon du web, et c'est vrai que les deux les plus connus, alors il y en a plein, la question est très large, mais les deux les plus connus, typiquement, c'est Wix et WordPress, qui permettent de créer un site vitrine et surtout, de la même façon qu'on gère un document sur Word, d'avoir des fonctionnalités pour gérer le contenu, changer une photo, changer le texte, créer une catégorie, rechanger les modalités d'un diaporama et ainsi de suite. On a la main sur le contenu et en termes de coût, on verra aussi, c'est tout à fait accessible. Donc la première question à se poser, c'est ok, quel outil je vais utiliser pour créer mon site, plutôt Wix, plutôt WordPress, plutôt un autre. Et après, il y aura toute la question du contenu à proprement parler. Ok, maintenant que je sais avec quoi je le fais, qu'est-ce que je mets dedans en fait? Et là, c'est vrai que c'est un sujet qui est juste, énorme, parce que c'est là où ça prend du temps. Et ça a un impact directement sur le coût. Je pense qu'aussi on pourra évoquer ces aspects, parce que forcément tous les indépendants vont se poser la question, ok, combien ça peut me coûter? Oui, on y reviendra après, c'est essentiel. Et derrière, le contenu, c'est du temps, et donc le temps, en fonction de la façon dont je vais le sous-traiter ou le faire en interne, ça peut avoir un coût. Mais après, il y a le choix des photos, la rédaction des textes, et ainsi de suite. Après, le côté rassurant, ce qu'il faut voir, c'est entre guillemets, un site vitrine qui va bien faire le job, qui va avoir la structure d'arborescence, c'est classique, la présentation, l'accueil, le qui sommes-nous, les prestations de services, et ainsi de suite, la fiche contact, ça peut faire une dizaine de pages, entre 5 et 10 pages, et ça peut vraiment bien travailler. Après, le nombre de pages peut dépendre aussi de ce qu'on va faire pour le référencement, parce qu'il y a un lien entre le contenu éditorial et le référencement. Mais ça peut être relativement simple, et une fois qu'on a l'idée de ce que l'on va mettre dedans, on va pouvoir aussi choisir un modèle. Et là, peut-être qu'on en reparlera, c'est-à-dire qu'il y a un conseil qu'on donne très souvent aux personnes qui viennent nous voir pour nous dire « Très bien, j'ai compris, je vais lancer mon site, je trouve qu'il y a WordPress, j'ai un ami qui l'a fait, c'est très bien. »
ou Wix, bon, peu importe. En fait, dans ces outils, il y a des modèles qui sont préfaits. Un peu comme quand on prend un appartement, l'architecte a fait un plan, bon, ben, très bien, on va prendre ça, ou en fait c'est déjà packagé en fait. Donc la bonne idée en fait quelque part pour vraiment gagner du temps, c'est de choisir un template. Donc passer un peu de temps, quelques heures, parce qu'il y a des galeries de templates, pour choisir un modèle qui plaît bien. Parce qu'il va y avoir une disposition, par exemple, des photos qui va être chartée, des dispositions, par exemple, circulaires pour mettre aussi des insertions photos ou des textes. Le modèle est fait. Et une fois que le modèle est fait, après, on l'installe. Et surtout, dans ce cas-là, si je veux optimiser mon budget et mon temps, ben, je respecte la structure du template. Et on ne cherche pas à refaire du sur-mesure sur un template. Donc certains me disent, ouais, ça peut être un peu limitatif, mais en fait, dans l'absolu, c'est une façon de gagner énormément de temps, parce que je prends le modèle tel qu'il est, un peu comme une voiture ou une veste. Voilà, si je veux une veste, je fais pas de pub pour Célio, mais si je vais chez Célio, c'est très bien. Voilà, maintenant, si je veux faire du sur-mesure, ça va être une autre histoire. Ouais, donc pour ceux qui nous regardent, c'est pas si compliqué de créer un site web. On a quand même des templates, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent avec ces templates. On y reviendra juste après. Quand on arrive sur un site web, il y a quelque chose de très mignon qu'on rencontre tout de suite, c'est les cookies. Qu'est-ce que c'est que ces cookies et est-ce que, en tant que créateur de site web, je suis tenu de les collecter? Est-ce que c'est une obligation, Oriana, ou est-ce que c'est pas forcément le cas? Non, alors on n'est pas du tout tenu de collecter des cookies. Donc le cookie, c'est simplement un traceur qui s'installe sur le device par lequel on consulte le site et qui va donner des informations. Donc ça peut être des informations de temps de consultation d'une page, ça peut être des informations de type d'où vient l'utilisateur, le visiteur de mon site internet. Et puis après, on peut remonter dans des informations qui sont plus ou moins précises. Et puis ce cookie, il peut être limité à la session, c'est-à-dire une fois que j'ai quitté le site, le cookie s'arrête, ou bien ce cookie va me suivre. Et là, on a des choses extraordinaires où vous vous mettez à chercher des objets, j'aime bien prendre cet exemple, une paire de chaussures par exemple, et vous retrouvez cette fameuse paire de chaussures à laquelle vous avez résisté, qui se retrouve sur toutes les pages que vous allez visiter, parce qu'en fait, il y a un petit traceur qui s'est mis et qui a mémorisé ça et qui vous le repousse en fait de manière statistique. Donc ça, et de manière extrêmement stratégique aussi. Mais on n'est pas du tout obligé de collecter des cookies. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que tu disais. En fait, la première chose à se poser, c'est la question du besoin. Et en termes de cookies, comme en termes de construction d'un site web, c'est de quoi j'ai besoin. Quelle information je veux délivrer? Quelle solution à quel problème le site va me répondre? Et donc, est-ce que j'ai besoin d'un site pour passer des commandes? Est-ce que j'ai besoin d'un site uniquement pour donner de l'information verticale? On cherche une information, mon contact, c'est ici. Ou bien, je vais vouloir, on peut réserver des créneaux. Par exemple, on l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a des boutiques qui sont passées d'un site vitrine extrêmement classique, dans les centres-villes notamment, avec des possibilités de réserver des créneaux. Des créneaux parce que ça répondait à un besoin de gestion du flux dans les boutiques en local. Et ça, c'est quelque chose qui était des évolutions pour elles. Puisqu'à la base, ces petites boutiques de centre-ville ne faisaient pas de click and collect. Donc, elles ont fait évoluer. Donc, il y a la question du besoin. Et de là, je te rejoins complètement, de la question du besoin, on va chercher le template qui correspond. Mais par contre, on ne fait pas l'inverse. C'est-à-dire, on ne cherche pas à rentrer dans le template absolument. Il faut vraiment se poser la question du besoin. Et on a la même chose avec les cookies. De quoi j'ai besoin, en quoi ça me sert vraiment d'avoir ces KPI, ces éléments de suivi, quel est l'objectif que je vais servir. Et si on me dit j'ai tel objectif, ok. Alors après, c'est vrai que ça c'est hyper important. Et moi j'ai deux casquettes pour ça en fait. C'est une petite dichotomie, mais si je prends la casquette pédagogique, un peu enseignant, et je me dis qu'en effet, il y a un gros débat sur les cookies, sur la récolte des données personnelles et sur l'utilisation qui peut en être fait à des fins de ciblage. On peut passer certaines limites. Et bon, il y a un débat éthique qui est important, il faut le mener et c'est important de le légiférer. Après, quand on prend la casquette purement marketing et résultats, on se rend compte aussi que les cookies permettent d'avoir une véritable efficacité. Après, c'est vrai qu'il faut comprendre que les cookies, bon, la bonne nouvelle entre guillemets, c'est que les structures des cookies, la façon dont on peut être paramétré, ça peut être paramétré facilement dans le CMS. Donc ça c'est pas du tout inaccessible. Oui. Et après le contenu en tant que tel, la façon dont on va, le wording, ça va être écrit. Est-ce que vous acceptez vos informations personnelles sont notre priorité, la phrase que l'on voit souvent et ainsi de suite. Ça on peut le revoir. Ça peut être validé par un avocat. Si vraiment ça devient un sujet sensible et que la personne qui crée son site se dit moi je trouve que c'est quelque chose qui est important, je vais me pencher dessus. Donc après on peut très bien se dire moi je ne prends aucune donnée. Dans ce cas-là c'est pas la peine d'avoir des cookies en fait dans l'absolu.
Et après, je suis plus mitigé sur la question, parce que quand on parle après de référencement, on aime bien savoir aussi le nombre de personnes qui viennent au moins visiter son site. Et là, quand je parle d'indépendant, là, c'est le site par exemple d'une traductrice, elle est franco-italienne, elle fait des traductions, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir son site. Quand je dis beaucoup, pour un indépendant, avoir 1000 visites par mois, c'est déjà quelque chose d'assez important. Il y a un cap en fait, significatif. 1000 traductions par mois, c'est beaucoup. Ça fait 1000 visites. Mais sur ces 1000 visites, on a des objectifs après de transformation. Un objectif, par exemple, d'acquisition en termes de contacts, s'il est quasiment à 4 ou 5%, c'est très, très, très bon. Mais donc, je vais peut-être avoir 50 contacts. Mais si j'ai 50 contacts sur un mois, si peut-être je transforme 1 sur 5, j'ai peut-être en fait 10 petits contrats. Donc en fait, mon commercial électronique a fait son job. Mais pour avoir cette réflexion entre le nombre de visites, le nombre de contacts que je peux avoir et le nombre moi-même de contacts que je vais après transformer en clients pour mon activité, hein. J'ai le même cas sur un site qui fait de l'artisanat, c'est pareil. Et ben, il me faut en effet au moins le nombre de visites. Et dans ce cas-là, il faut permettre aux méchants cookies de pouvoir Alors, justement les cookies ne sont pas méchants. Je pense qu'il faut être... Ouais, Non, mais il faut être très clair. volontaire. Les cookies sont pas méchants. La réglementation, elle est passée. Je pense qu'il faut dissocier le cookie qui est un cookie technique, qui est un cookie d'audience, qui sont des cookies qui permettent d'avoir des retours statistiques sur des éléments et qui sont nécessaires à la je vais dire... Pour mesurer, pour traquer. Oui, à mesurer, mais en fait, surtout, ils sont nécessaires à l'utilisation du site. Ils sont nécessaires, vraiment intimement nécessaires pour avoir une expérience client acceptable. Et il faut distinguer ces cookies-là, des cookies qui sont plus invasifs, qui là vont venir véritablement chercher de l'information. Et dans ces cas-là, moi, la question que j'ai, c'est encore une fois, comment je peux justifier de ce besoin ? Et lorsque je sais justifier un besoin et que je l'explique clairement à mon utilisateur, s'il adhère à ce besoin, qu'il le comprend, il acceptera le cookie. Donc aujourd'hui, en fait, l'enjeu, il est de savoir comment je vais communiquer sur ce cookie, comment je vais formuler ma demande de consentement auprès de mon utilisateur. L'enjeu, il est là. Il n'est pas de savoir si je peux ou pas le mettre. Il est de dire, quelle information je donne et comment je vais tourner la phrase. Si, en termes marketing, à chaque fois que vous avez des noms, la question qu'il faut se poser, c'est comment j'ai formulé. Parce qu'en réalité, j'ai donc fait peur, peut-être, j'ai pas été très claire, donc le doute, hop, recule, l'utilisateur se dit, je refuse. J'ai un doute, je refuse, puisqu'aujourd'hui, il a la possibilité de le faire. On essaie de me forcer la main, on le voit statistiquement, les gens s'en vont. Donc, aujourd'hui, on a tout intérêt à avoir une communication transparente, mais également claire et du coup, qui devient incitative, puisque je la comprends. Oui, parce que le site web, tu l'as dit, est là pour créer de la confiance. Et donc ce cookie, s'il vient détruire la confiance tout de suite sur le site web, forcément, ça ne fonctionne plus. On va rentrer dans un instant dans des sujets plus opérationnels encore, sur combien ça coûte, combien de temps ça prend, comment est-ce qu'on fait. Mais avant, j'aimerais qu'on parle d'une notion importante, c'est le RGPD. Ça fait peur, peut-être aussi ça aussi. Est-ce qu'on y est soumis en tant qu'indépendant ? Qu'est-ce que c'est déjà le RGPD ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors, ce qu'il faut en penser, c'est que de toute façon, c'est la réglementation qui s'applique. Donc, on n'a pas le choix. On en pense qu'on doit l'appliquer. Je pense que ça, c'est très clair. Après, qu'on trouve que ce soit bien ou pas, là n'est pas le débat. Quand il y a marqué « il faut rouler à 50 », on roule à 50 et puis c'est tout. Donc, c'est un peu ça. Je pense que donc le RGPD, c'est une réglementation européenne qui est d'application directe, sans transposition en France. Donc il y a eu des mises à jour de la loi informatique et liberté, mais c'est vraiment un texte européen qui vient garantir un degré équivalent dans tous les pays de l'Union européenne sur la manière dont on va gérer des données, comment on va sécuriser. Et en gros, les acteurs sont libres des méthodes, l'important étant d'atteindre un objectif qui est de rationaliser, de documenter, d'avoir une conformité qu'on est capable d'expliquer, de démontrer et avec une documentation qui permet d'objectiver cette conformité. C'est le principe d'accountability, donc de redevabilité envers les tiers. Ce principe-là, il est très clair, il est très simple. Ça veut simplement dire que je sais ce que je fais et je sais comment je le fais. Ça paraît idiot, mais c'est quand même un petit peu essentiel de se poser la question de ce qui se passe derrière la matrice. Oui, on ne fait pas n'importe quoi. En fait, on ne fait pas n'importe quoi, mais en plus, c'est aussi une question de valorisation de sa donnée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de questions de trier de la donnée, comment je vais la classer. Tu parlais des indépendants, comment je vais transformer des visiteurs. Tous ces éléments qui sont de la donnée,
ils peuvent être modélisés. Et ils peuvent aider à la décision. Et qu'on soit un tout petit indépendant ou une multinationale, en réalité, ce sont des éléments qui sont des aides à la décision. Donc, il ne faut pas voir le RGPD comme un frein, il faut voir le RGPD comme un accoucheur de projet qui demande de se poser des questions. Et une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on s'est dit, OK, j'ai tout couvert, je suis serein, je peux y aller. En dehors du RGPD, est-ce qu'on a d'autres législations qui sont applicables aussi? Alors oui, on va avoir les dispositions qui sont dans le Code de commerce, qui sont la LCEN, donc Loi pour une confiance numérique. Tout ça, ce sont des dispositions qui imposent d'avoir des conditions générales de vente ou de service, une politique de confidentialité avec le RGPD, mais on aura aussi l'obligation d'avoir des mentions légales qui sont régies par le Code de commerce. Ces informations-là, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi, elle ne vous contraint pas nécessairement à des choses très compliquées, elle vous demande simplement d'être transparent. Voilà. Dites qui vous êtes, ce que vous faites. Ce n'est pas très très compliqué. Et quand on rentre dans une relation humaine classique, qu'on pousse la porte d'une vitrine, on a envie de ça aussi, de savoir, quand on rentre, on veut savoir quelle est la marque, qui est la personne, qui l'administre. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a ce type d'informations. Quand vous payez en caisse, vous avez un ticket de caisse, il y a un numéro, il y a des informations. Eh bien, en gros, c'est la même chose. On demande au site d'avoir ce type d'informations. Et ce sont des éléments, comme tu le disais tout à l'heure, de confiance. Oui, alors après, je trouve que ce qui est intéressant de souligner, c'est que les templates dont on parlait ont déjà, par exemple, des liens avec des accès et des zones de texte sur lesquelles on va pouvoir rentrer les mentions légales. Donc un indépendant va se dire, ça peut être un peu effrayant toutes ces questions, mais non, en fait, il y a déjà, des éléments qui sont pré-mâchés pour pouvoir intégrer ces éléments. Après, évidemment, si on veut personnaliser vraiment, par exemple, ces mentions légales ou plutôt des conditions générales qui peuvent être, faites sur mesure, après on peut se tourner vers un cabinet d'avocats spécialisé. Nous, typiquement, ce n'est pas des choses que l'on va faire directement, puisqu'on travaille notamment avec Captain Contrat et sur ce type de sujet. Quand on fait des conditions générales, parce qu'après, dans l'e-commerce, on rentre encore dans une autre dimension. C'est beaucoup plus, bien sûr, cadré, et c'est normal, parce qu'il y a de la vente, il y a de la transaction financière. Mais après, sur les indépendants, ils ont au moins les accès sur les mentions légales, et c'est très bien, je pense, parce que c'est encore une fois une question de transparence. Alors, la petite anecdote, c'est intéressant, c'est qu'on prend souvent un panel de quelques centaines de sites, et on travaillait vraiment sur la notion de confiance qu'on accorde à un site. J'arrive sur un site par un indépendant, que ce soit un artisan ou un traducteur, peu importe, ou même un coach sportif. Il y a bien sûr l'ambiance, l'esthétique, le choix des photos, ce qui va marquer, ce que j'ai devant en front office, qui va me rassurer. Mais on a analysé justement sur Google Analytics, c'est aussi le pourcentage sur les sites de faible notoriété, donc relativement peu connus, avec visites, de personnes qui allaient quand même cliquer sur les mentions légales. D'accord. Alors c'est de l'ordre de quelques pourcents. Ça peut paraître, ridicule, mais non. En fait, sur des sites qui ont une très forte notoriété, donc on a la chance d'avoir quelques sites qui font X millions d'euros, qui sont dans le top 100 du site e-commerce en France, en fait, on voit que le pourcentage de mention légale est quasiment inexistant, c'est du 0,000. Alors que les indépendants, les petits sites, en fait, là, on a toujours tendance à se dire, qui sait? Est-ce qu'il a au moins mis l'hébergeur, l'éditeur? Est-ce que c'est rempli? Parce que c'est un critère de confiance. Ça donne confiance. Donc il ne faut pas croire en fait que les petites zones dans le footer ne sont pas toujours visitées. Évidemment, ça laisse quelques pourcents. Quelqu'un qui va chercher un artisan ne va pas forcément y aller. Mais c'est un critère qui montre que cette volonté de transparence, c'est important. Puis on parlait sur la RGPD, tout le monde maintenant entend parler de protection de la donnée, des mentions légales, donc est sensible, et c'est d'ailleurs une excellente chose, à la notion de transparence et à la façon dont cette transparence doit être, administrée et gérée sur le web. Alors, cette transparence, elle est essentielle. On a vu un petit peu maintenant le tableau global de la façon dont on peut se lancer en ligne avec ces sites web. On va rentrer dans le très concret maintenant. Concrètement, combien est-ce que ça coûte de créer son site web? Tu nous disais qu'on pouvait le faire seul avec des templates, avec des Wix, avec des WordPress, plutôt que faire dans le dur du HTML, de demander à quelqu'un, au petit cousin, au voisin qu'on connaissait. Si demain je veux me lancer et créer mon propre site web, combien est-ce que ça va me coûter? Combien de temps est-ce que ça va me prendre? Est-ce que tu aurais des exemples d'indépendants de sites web à nous donner? Oui, c'est la question hyper large. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'indépendants qui s'adressent aussi à d'autres freelances qui sont des indépendants quand ils veulent créer un site web. Bien. La question après qu'on peut leur poser, c'est combien ça coûte en temps homme-jour. Oui. Donc on aime bien dégrossir en fait le sujet en parlant d'équivalent temps homme-jour.
Donc après, la question, c'est de se dire combien de temps on peut prendre, par exemple, pour créer un site. Et alors, on va partir de la version minimum de base avec un freelance, minimum de base avec une agence, un peu plus haut en termes de niveau d'accompagnement. Et après, on va aller vers des systèmes de personnalisation du contenu. Alors, typiquement, pour l'avoir vu à X reprises, si vous demandez à quelqu'un qui est freelance, qui s'entend très bien avec vous, est-ce que par exemple il peut installer une template WordPress? Donc il va juste installer. Donc lui, il va s'occuper des DNS, des réservations, du nom de domaine, de l'hébergement. Il installe le système, vous choisissez votre template, il installe, il fait les paramétrages. Il peut faire ça, par exemple, sur 2 jours. Donc la question de se dire, c'est combien peut valoir un freelance sur 2 jours? Et là, les indépendants, combien ils valent sur 2 jours? Un indépendant vraiment débutant, junior, s'il facture 250-300 €, c'est vraiment le minimum. Typiquement, on sait qu'aujourd'hui, même un indépendant en profession libérale, quand il commence à se senioriser, façon de parler, il va être à 500 et parfois 800 ou voire 1000 €. On a parfois des web développeurs qui sont hyper spécialisés, qui peuvent travailler à 1000 € par jour, mais c'est à la marge. Mais donc ça veut dire qu'à 2 jours en temps homme, vous pouvez créer la base. Par contre, ce qu'il faut voir, à moins de 1000 €, on peut avoir un site très vitrine, très simple. Mais très simple, c'est-à-dire qu'en fait, on vous livre l'architecture. C'est un peu comme si demain j'achète un appartement, j'arrive, j'ai des parpaings, j'ai pas le crépi, j'ai rien, j'ai pas les meubles. Et là, en effet, par contre, pour le remplir, pour le designer, pour peindre un petit peu, façon de faire le corollaire avec l'appartement, pour choisir ses meubles, pour écrire, ce que disait Oriana très justement, comment je vais me présenter, qu'est-ce que je vais dire, quels éléments de langage je vais choisir, est-ce que je prends un ton un peu sympa, un peu décalé, un peu institutionnel, quelles photos je vais mettre, les photos libres de droit, il faudra qu'on en parle, les textes, est-ce que je les copie chez un concurrent? Et ça, en moyen. Prenons le site de Herminda Gallo, qui est une traductrice franco-italienne, qui a fait un site simple sur Wix. Donc elle s'est dit, je prends un site, en termes de simplicité, c'est presque plus simple sur Wix que sur WordPress. Voilà. Okay. Après, on fera peut-être le détail plus tard, mais c'est vrai qu'en termes d'administration, du Wix, c'est-à-dire d'expérience utilisateur, c'est bien fait, et il lui a fallu une quinzaine de jours. Pour remplir le contenu, pour trouver les photos. Contenu. Parce qu'il faut choisir le photo. J'ai un diaporama. Est-ce que je mets un diaporama de moi? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que je fais? Donc je fais le texte, je ne fais pas de faute, je le relis, il faut que ça soit sympa, il faut que ça soit un peu marketé en fait. Bien sûr que ça donne envie. Et ça fait vraiment tourner le compteur, dans le sens où l'aiguille tourne en fait. Et c'est vrai que quelqu'un qui a une certaine habitude, en termes d'écriture, forcément c'est son job d'écriture, va quand même mettre une quinzaine de jours pour faire le choix de photos. Ça c'est très long. Donc imaginons que je le fais moi-même à 15 jours, je cherche à aménager dans mon emploi du temps une somme en termes de quantité de timing qui me permettent de faire ça. Maintenant je peux demander aussi à une agence ou à un prestataire, mais fois 15 jours en temps homme pour faire des recos sur le contenu, des recos sur les photos et après des recos pour mettre en place au niveau opérationnel l'intégration des éléments dans le site. Donc 15 jours fois 500 € en moyenne, tout de suite on est sur autre chose. Donc un site en WordPress, il peut le template de base, mais en ambiance do it yourself. Il faut apprendre à maîtriser son site, il faut mettre les mains dedans. Et c'est vrai qu'après, nous, on a discuté avec des dizaines de personnes. Souvent, ils se disent, oui, c'est un peu dur, parce qu'il faut s'y mettre en fait. Oui. Mais par contre, ils sont vraiment tellement contents, il n'y a pas d'autre mot, ils sont hyper contents et fiers de pouvoir administrer leur site. C'est un peu comme les premières fois où on se mettait sur un logiciel de traitement texte ou quand on a rentré deux formules sur Excel, il faut s'y mettre, mais c'est très très accessible. Et en effet, après, c'est ça qui peut faire monter la facture. Donc c'est ça. Voilà. Typiquement, on a le même cas aussi avec une autre ancienne d'ailleurs collaboratrice qui a monté son site. Elle a mis une vingtaine d'heures, mais elle était vraiment hyper spécialisée. Elle avait l'habitude. Ah ouais, hyper spécialisée. En fait, après, comptons bien 2 semaines à 3 semaines, voire 1 mois pour vraiment choisir ses contenus et remplir tous ces éléments. En fait, je trouve que ce qui est difficile dans remplir les éléments, c'est que quand on est indépendant, en fait, quand on a un métier, c'est ça notre métier. Notre métier, on a une expertise. Communiquer, ça. Moi je suis avocate, communiquer, c'est quand même pas mon métier. Donc quand j'ai commencé à faire mon site, j'ai écrit des grosses bêtises. C'est-à-dire que j'ai écrit des choses qui en fait n'avaient pas de sens pour celui qui allait le lire. Et là, on se dit, ok, on montre aux copains, on dit, qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que je comprends pas ce que tu veux me dire. J'en pense que je comprends pas le message. En fait, pourquoi c'est... Moi, je trouve que c'est pas clair. Et puis, pourquoi ça, c'est là ? C'est pas intuitif. Alors que pour moi, ça paraissait logique quand je l'ai fait. Et je pense que...
Et ça, c'est un temps infini de perdu. Pendant qu'on fait ça, on ne cherche pas de clients. Pendant qu'on fait ça, on ne répond pas aux clients qui sont déjà là. On ne répond pas à nos prospects. Enfin, je veux dire, donc, je pense qu'il faut se poser cette question aussi en disant, OK, qu'est-ce que je veux? Ça, c'est l'objectif. Et est-ce que ce que moi j'ai à donner comme information, c'est vraiment ce que les autres vont observer? Et ça, cet écart-là, quelle est la cible? Cet écart-là, il est fondamental. Et je trouve que quand on est indépendant, mais même quand on n'est pas indépendant, enfin, globalement, aujourd'hui, les gens sont assez débrouillards. En fait. Aujourd'hui, même Internet permet aussi de trouver plein d'astuces, d'avoir plein d'infos. Donc, c'est pas très compliqué en fait. N'importe qui a envie de le faire, il y arrivera. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, c'est de savoir si j'ai envie de passer ce temps-là versus j'ai envie de développer mon business. C'est tout. C'est un sujet, un indépendant qui démarre et qui n'a pas forcément encore beaucoup de clients. C'est un arbitrage entre je vais chercher des clients, je vais faire du démarchage ou je vais consacrer 15 jours, 20 jours à créer un site web qui va peut-être durer plus longtemps dans le temps et va m'apporter des clients de façon plus pérenne ensuite pendant peut-être des années. Mais à ce moment-là, poser la question à des gens qui vont ensuite visiter le site web, à des amis, bien s'entourer, demander conseil si on veut le faire seul pour un coût minimal. Non, mais il y a ça, mais il y a aussi, on a le droit de décaler ça dans le temps. C'est-à-dire, tu te dis, je veux me lancer, mais peut-être que je peux acquérir quelques clients, avoir une fourchette de ce que ça va me coûter et me dire, OK, dans mon étude de marché et dans mon business plan, j'intègre un coût qui s'appelle création de site web. Et du coup, je vais peut-être créer qu'une page sur Wix, parce que comme ça, voilà, c'est un élément d'assurance. Je suis là, j'ai mes mentions légales. En fonction de mon activité, j'ai même mis ma mention d'assurance qui permet, alors là, dans l'artisanat, d'être au top du degré de confiance. Quand on a la mention de l'assureur et que l'assureur, c'est un assureur de la place, on est dans un degré de confiance qui est très fort. Et quand en plus ces informations sont disponibles sur une page, que ce soit une page de présence en ligne, mais là si on est sur un site web, on peut avoir qu'une seule page en disant je suis un tel, je fais ça, mes mentions d'information sont là. Si vous voulez m'appeler, voilà mon numéro, le contact. Et on peut peut-être aussi commencer par là et ensuite faire évoluer. Je pense qu'il faut aussi quand on se lance, et là je vous donne mon regard aussi de personne qui s'est lancée. Il y a aussi, on a le droit de faire les choses par étapes en fait. Et on a le droit de pas tout de suite se dire ce sera parfait. En fait, c'est juste une montée en puissance. Et je pense qu'on peut se lancer en démarrage et dire ok, j'ai fait un truc pas parfait et maintenant je vais voir une société qui va m'accompagner. Et là, je pense que ça a du sens parce qu'on va travailler son branding, sa marque, sa com. Mais on a déjà commencé, on a déjà éprouvé un peu son business model en disant ok, j'ai quelques clients, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose où on se dit allez, une fois que tout sera prêt, que tout sera parfait, je vais me lancer. On se lance jamais. Enfin, si on fait ça, on se lance jamais parce qu'on n'a pas le financement, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on doute, parce que en fait, c'est quand on a les mains dedans qu'on se rend compte de comment ça fonctionne. Et je pense que, en revanche, avoir une société, moi, j'ai été accompagnée, j'ai fait un site V0 qui était tout pourri. J'assume sur Squarespace, donc ni Wix, ni WordPress, et parce que tout simplement une copine m'avait dit on fait ça, nous c'est super bien, tu vas voir, etc. J'ai dit ok, très bien. Voilà. Et en fait, j'ai fait un truc tout pourri. Et puis, quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je fasse évoluer. Il y a quelque chose que j'aimerais apporter qui est différent. Je ne suis pas tout à fait en phase avec ce qu'il y a, avec les couleurs, avec ça me correspond moyen. Et puis j'ai été voir une société de conseil et qui m'a dit, voilà ce qu'on te propose. Et c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Voilà. Et parce qu'en plus, on est très mauvais juge vis-à-vis de soi-même. Oui. Complètement. Alors deux leçons à retenir là-dedans. La première, c'est que on peut très bien être indépendant et commencer sans site internet. On peut commencer à trouver des clients d'abord. Et la deuxième chose, c'est que quand on va cliquer sur publier pour la V1, c'est pas forcément ce qui restera dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Elle va largement s'améliorer, peut-être changer, commencer sur Square, finir sur Wix. À ce sujet, comment est-ce qu'on fait l'arbitrage? Tu nous disais que Wix était encore plus simple que WordPress. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Squarespace, peut-être encore d'autres sites qui nous permettent... Après, des CMS, tu as Spip qui a gagné pendant des années les appels d'offres dans les mairies, donc Spip. Le nom est très sympa. Mais après, il y a Joomla, il y a Drupal, en fait, il y a une infinité de CMS. C'est vrai qu'après, ceux qui sont le plus utilisés et qui sont un des meilleurs rapports en termes d'accessibilité, d'expérience, et vraiment d'ergonomie, c'est vrai que c'est Wix. On fait vraiment des choses qui sont très belles, très esthétiques.
il y a un abonnement qui peut coûter quelques dizaines d'euros en fait. Mais le budget est tellement faible par rapport à la qualité du site. Donc, je n'ai pas de part chez Wix, mais que c'est vrai que c'est très bien. Après, WordPress, ça permet tout de suite de rentrer dans une cour où on est dans une autre dimension. Pourquoi ? Parce qu'après, les possibilités après de développement spécifique sont beaucoup plus poussées sur WordPress. Il y a un ensemble de plugins derrière qui vont être très très bons aussi pour le référencement. Il y a toute une partie de blog de gestion du contenu éditorial sur WordPress qui est vraiment très bien pensé. WordPress, c'est le CMS qui est aujourd'hui utilisé le plus au monde. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a une communauté aussi d'utilisateurs de WordPress qui fait que le CMS atteint un seuil critique, même au niveau mondial, et qui est difficilement dépassable. Donc cette communauté enrichit les fonctionnalités et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est très très bien WordPress. Et après sur la partie SEO, dans le jargon, c'est-à-dire le référencement naturel, WordPress est supérieur. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des choses sympas avec Wix dans l'absolu, mais c'est vrai que sans rentrer dans les détails techniques, Wix a une historique en JavaScript que Google va moins apprécier qu'un WordPress qui lui va avoir un code entre guillemets très propre et il va vraiment bien indexer le contenu. On a des possibilités de visibilité et d'action de référencement sur WordPress que je trouve légèrement supérieures, du moins par habitude, à Wix. Donc c'est un choix à faire. Mais en effet, Oriana l'a très bien dit, même notre collaboratrice qui a un site qui s'appelle Sodigix, elle a commencé quelque chose, en fait c'est du one page, c'est une page qui décale, on a l'impression qu'il y a plusieurs pages, mais c'est la même qui décale avec des liens, des encres de liens comme ça, quand l'internaute navigue, c'est très très propre, et elle pourtant c'est une produit digital. Si après demain elle veut passer sur WordPress, elle peut faire ça. Mais ça reste, un moyen de lancer. Ce qu'on disait sur le coût, et tu disais tout à fait justement, je vais peut-être provisionner en fait. Parce que même si après je délègue un peu, on peut se dire que c'est 1 000 euros, peut-être que je vais mettre une enveloppe de 2 000 euros ou 3 000 euros. Pour un indépendant, c'est quand même une somme relativement importante. Oui, si on démarre, oui. Quand on le voit comme un bras droit qu'on va embaucher, donc on va le payer en fait au tout début, parce que c'est là où il y a le plus d'efforts. Mais quand après on l'étudie sur le temps, sur 1 an, 2 ans, quand je fais le total du nombre de contacts et du nombre de contrats que m'a amené le site, ou si ce n'est qu'indirectement par rapport au fait qu'il ait pu rassurer, crédibiliser, par rapport à ce que j'ai développé en business, en fait, c'est hyper rentable. Donc nous, c'est vrai qu'on a souvent cette logique mécanique. Derrière, on dit l'objectif du site, c'est de faire ça. Et c'est vrai qu'on essaie de calculer le retour sur investissement global entre l'investissement qu'il a coûté et ce qu'il a rapporté en termes de business. Et ça, il n'y a pas photo. C'est clair que si après, je me dis, grâce à ça, j'ai un coût d'acquisition, par exemple, de 40 euros d'un client, si j'ai 40 euros d'un client, je vais parler du cas d'un artisanat, mais c'est l'architecte d'intérieur, lui, il a peut-être calculé un coût d'acquisition, c'était 40 ou 50 euros avec tout ce qu'il a investi sur le web par rapport au nombre total de clients. Mais quand il signe un chantier, c'est peut-être 3 semaines, il va prendre 5 000, 10 000, 15 000. Oui. Quand si c'est un coach sportif, il aura un autre modèle. Et un coach sportif, il dit peut-être que je peux faire des sessions de sport à 100, 200 euros unitaires, peut-être que je vais créer des abonnements. Donc en fait, cette réflexion, cette mécanique d'acquisition, elle est à voir aussi selon chaque spécificité des indépendants. Mais la mécanique reste sensiblement la même. Sur ça, pour moi, il y a un point d'alerte qui est sur le fait que l'évolution du business model de l'indépendant a un impact sur son juridique et donc sur ce qu'il aura rédigé à l'intérieur de son site et ce qui sera accessible. Avant de créer sa page, il y a quand même une première question à se poser, c'est quoi mon adresse ? Voilà. Quel sera mon nom de domaine ? Ah oui, je crois que c'est un bon où j'habite. Voilà, parce que le nom de domaine, c'est mon adresse postale d'internet. C'est vraiment où j'habite sur internet, c'est mon 3W quelque chose. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Et quand on se pose cette question, on doit absolument pas oublier d'aller voir à l'INPI le dépôt des marques, parce que si j'ai un super nom de domaine et qu'en fait il a été déposé comme marque, ça va être extrêmement compliqué, voire absolument impossible. Donc, il faut faire ce double travail qui est, est-ce que mon nom de domaine est libre ? Donc ça, c'est très facile. Vous allez sur les revendeurs de noms de domaine type Gandhi, OVH, GoDaddy, voilà, vous allez sur ce que vous voulez. Et puis, à côté de ça, vous allez voir si ce que vous cherchez à déposer n'est pas une marque. Donc pas une marque, c'est pas proche d'une marque, pas ça ressemble un peu mais c'est pas tout à fait pareil parce que j'ai changé de lettre, ça marcherait pas non plus. Donc il faut vraiment faire cet effort et il faut se poser la question de où j'habite parce que vraiment le nom de domaine sert à ça, à m'identifier et donc
il faut faire ce travail avant même toute chose de se poser la question de comment je vais écrire mon site internet, comment je vais le constituer, c'est quoi mon adresse. Voilà, Première question. Ouais, pour moi, c'est vraiment la première question parce que de là, on va avoir une image de marque, on va avoir des éléments de communication. Et donc, même si ça peut évoluer dans le temps, hein, encore une fois, c'est pas inscrit dans le marbre, c'est des choses qui peuvent évoluer. On évite quand même quelques écueils à aller vérifier ces éléments de marque en amont. C'est une super réflexion parce qu'on a eu l'occasion de parfois de sortir des clients de situations très litigieuses, même à un petit niveau, parce qu'une fois que la machine juridique se met en marche, ça peut être on peut être accusé pour contrefaçon. La jurisprudence peut être parfois assez souple. Je ne suis pas spécialiste, mais quand on voit le J-France, les amendes, on se dit waouh, ça peut aller très très loin. Et en effet, c'est vrai que le bon réflexe, c'est d'aller sur l'INPI, parce que ce qui est un petit peu, je ne dis pas que c'est mal fait, mais ce qui est un petit peu parfois délicat, c'est que quand je vais sur Gandhi, ça marche très bien, je tape par exemple décoration pierre murale, j'en sais rien, je me dis tiens, je fais ça, c'est ma spécialité, je vais chercher, oui, il y a le point .org, il y a le point .it, il peut y avoir le point .fr. Parce que ce n'est pas le métier de Gandhi que de filtrer par rapport aux marques. Oui, et on peut prendre, Voilà. Ça ne coûte rien, 9,99 € pour l'année ou 15 €. Et on se dit revanche, tiens, je prends ça, mais par contre si en effet il y a une confusion dans l'esprit du consommateur moyen, que ça soit phonétique, visuel ou sémantique, et qu'il y a une marque déposée antérieurement, alors que les bases marques de l'INPI, elles sont accessibles maintenant, donc on peut faire une recherche de réalité assez facilement. Exactement. Et puis, une alerte toute bête, c'est que quand vous cherchez votre nom de domaine, que vous cherchez cette composition que vous avez inventée ou ces mots que vous avez accolés, et que vous ne trouvez pas de .fr, que vous ne trouvez pas de .com, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui doit l'utiliser quand même. Oui. Voilà. Donc, en fait, posez-vous cette question-là parce que c'est la petite alerte. C'est-à-dire que quand il y a un point .io qui est assez cher, quand vous avez des points Paris qui peuvent être très sympas d'ailleurs, il faut se poser la question. Hein. Ça pourrait être l'objet entièrement d'un webinaire, de se dire comment je choisis le bon nom de domaine et est-ce que je prends un point local, je suis en Bretagne, je veux prendre un point BZH ou ça a vraiment ou parce que je vends des produits bretons donc je veux mettre mon point BZH. Donc il y a vraiment une stratégie, il faut y réfléchir. Une stratégie, et là on peut y réfléchir, et il y a beaucoup de choses pour s'amuser sur ces aspects-là, il y a des choses qui sont assez rigolotes à faire, mais il faut se poser la question vraiment est-ce que je vais parasiter quelqu'un ou est-ce que quelqu'un va pouvoir me parasiter, parce qu'il y a aussi des noms de domaine qui sont déposés et qui ne fonctionnent pas, et le jour où ils se mettent à fonctionner et qu'ils récupèrent de la bande passante qui est en fait vos clients, là ça devient quand même très compliqué. Donc, il faut être vigilant sur ces aspects, il faut avoir une petite stratégie autour de ces questions-là. Et quand on peut, effectivement, sur Gandhi, on achète les packs qui permettent d'avoir un .fr, un .net, un .com pour un montant global et on est extrêmement vigilant sur les renouvellements des noms de domaine. Parce que le nom de domaine n'est pas quelque chose que l'on acquiert pour toujours. C'est une location d'un espace, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est une location d'un espace, donc d'une adresse, un peu comme si on n'était jamais propriétaire de chez soi. Et donc, quand cet espace que je loue arrive à son terme, je suis mis dehors, mais automatiquement. C'est-à-dire que le nom de domaine repart directement sur le marché. Il faut le relouer. Donc, il faut le relouer. Donc, on anticipe ça, on met un petit crédit pour être sûr que lorsqu'il y a le renouvellement qui arrive, ce soit auto-payé et ça évite qu'on se mette des stress parce que si entre-temps, quelqu'un d'autre l'a acheté, je vous laisse... un concurrent par exemple. Un concurrent, quelqu'un qui a envie de vous parasiter, quelqu'un qui veut pas nécessairement du bien pour vous, c'est compliqué. Voilà. Si on se met à la place d'un indépendant, d'une indépendante qui veut se lancer très prochainement, qui a trouvé son nom de domaine très sympa, qui a vérifié à l'INPI, tout est accessible, qui a acheté son nom de domaine. Moi, je me dis que la première chose que j'irais faire, c'est aller regarder ce que font d'autres personnes sur Internet pour trouver des inspirations, à la fois en termes de contenu, de photos, de texte, de me dire visuellement à quoi va ressembler mon site web. À quel moment est-ce qu'on tombe dans le copiage ou dans le fait de s'inspirer ? Alors, les bonnes idées appartiennent à tout le monde. En revanche, copier-coller, c'est pas une bonne idée. Voilà. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, aller regarder ce que
d'autres font sur le même marché, c'est important, ça permet de faire un benchmark et ça permet aussi de tomber juste quand on crée son offre, quand on communique, quand on affiche un certain nombre de choses. Il y a des codes, je pense que tu en parlerais bien mieux que moi, mais il y a des codes qui répondent à certains secteurs et puis il y a des choses qui ne passent pas du tout chez d'autres. Donc faire attention à ça, d'un point de vue communication, c'est important. Maintenant, attention au copier-coller, parce que tu en parleras, je pense que ça a déjà des impacts sur le référencement. Mais ça a aussi un impact juridique très fort, dans le sens où, quand j'ai fait un copier-coller, je me suis peut-être engagée à des choses que je ne fais pas, en fait. Et si je me suis engagée à faire des choses que je ne fais pas, j'ai augmenté un périmètre de risque. Et c'est complètement idiot, ça ne sert à rien, c'est tout à fait contre-productif. Donc, regardez ce que font les autres, oui. Gardez des bonnes idées en se disant, tiens, il y a ça, il a mentionné ceci, etc. Est-ce que moi je le fais? Oui, non. Et si je ne le fais pas, je le garde pour peut-être un jour le développer, je le mets dans un coin. Et si je le fais, comment il l'a expliqué? C'est clair, c'est pas clair? Voilà, je me fais ma propre religion et ensuite je rédige. Ensuite, je crée mon contenu. Oui. Après, c'est évident, le réflexe du benchmark, d'ailleurs même dans les briefs de création de sites internet, que ce soit des gros ou des petits sites, voire des sites sur vitrine, des agences avec lesquelles on travaille ou d'autres partenaires web développeurs le font, ils ont un brief, ils demandent donnez-moi les URL de 5 sites que vous aimez bien, parce qu'ils vous inspirent, c'est votre secteur d'activité. Et on part sur ces éléments pour s'inspirer. Mais évidemment, l'inspiration, ce n'est pas du plagiat. C'est tout l'art après de reprendre le texte pour dire ça, il a commencé par tel argument, j'aime bien comment il a présenté sa société, j'aime bien la tonalité, je vais m'inspirer de ce qu'il a fait, mais c'est toujours pareil, on flirte avec la subtilité de la paraphrase, c'est un travail de syntaxe et de sémantique, mais on ne fait jamais du plagiat. Voilà. En effet, parce que si on fait du copier-coller, en plus c'est protégé je crois, mais par le droit d'auteur à la base, tout à fait. Je ne suis pas spécialiste, et quoi qu'il en soit, Google n'aime pas, entre guillemets, le contenu dupliqué, le duplicate content, parce que c'est un des facteurs qui va intervenir pour voir que cette page n'est pas pertinente parce qu'elle existait ailleurs. Donc Google ne va pas privilégier une page qui copier, une page. Alors, ce n'est pas qu'il va la pénaliser, c'est qu'il ne va pas la prioriser. D'accord. Donc, il y a des petites subtilités par rapport à ça. Et après, ce qu'on constate assez souvent, c'est que le texte est une chose, mais c'est vrai qu'écrire, on a tendance à dire, ouais, je vais quand même écrire. Et une image, par contre, elle est rapidement, entre guillemets, prise et mise. Et c'est vrai que le conseil, c'est de se dire, ça coûte très peu cher. Il y en a même de libre de droit, des banques d'images. Libre de droit est gratuite. Oui. Alors, ou quelques euros. Il y a Fotolia, bien sûr, qui est extrêmement connu, que toutes les équipes de web design et tous les studios utilisent, ou les personnes qui veulent faire un flyer, parce qu'on parle de site web, mais dans sa com, parfois j'ai envie d'avoir une jolie photo. Je parlais de l'univers du bien-être. On a un site que l'on connaît bien, qui est dans le Var, où il y avait des machines spécialisées de vibration pour s'entretenir la forme. Il fait un carton par rapport au remplissage de ces salles là-dessus. Et c'est vrai qu'on pourrait tenter de prendre une photo qui existe déjà chez un concurrent. En fait, non, on va prendre une photo qui existe. Soit on demande au fournisseur s'il y a la matière, soit je regarde dans Fotolia une photo qui va véhiculer l'ambiance. Dans l'ambiance, dans le contexte. Que j'attends. Et là, je prends zéro risque. Ça, c'est option luxe. Je fais venir un photographe. Mais bon, ça, c'est vraiment l'option un peu luxe. C'est vrai que le top, c'est d'avoir ses propres photos. Mais franchement, en termes de rapidité, productivité, gain de temps, le fait d'utiliser une banque de photos, c'est bien. Et ça évite aussi d'avoir, un jour, un petit recommandé que ces avocats savent nous envoyer. Alors, les avocats, ou bien, encore une fois, les concurrents, tout simplement. En fait, parce que les concurrents, ils veillent aussi à leur marché, et donc c'est pas non plus très agréable de se retrouver avec des publicités comparatives, même sur une page Facebook, en disant moi je fais ça, vous avez vu, lui il fait ça pareil, sauf que moi mon site il date de telle année et lui il m'a tout copié. Enfin voilà, on n'a pas envie de ça quand on est indépendant. Et puis aujourd'hui, les banques d'images existent et il suffit de veiller à ce que dans la banque d'images, on puisse utiliser une photo libre de droit ou qu'on va acheter pour quelques euros et qui soit un achat ou une exploitation pour des fins commerciales. Donc il faut être vraiment vigilant qu'il y ait bien la possibilité d'utiliser cette image à des fins commerciales, soit gratuitement, ça existe. Alors c'est sûr qu'on a un peu le site, un site un peu... pas basique, mais il va ressembler à d'autres sites parce qu'on va être sur des mêmes photos d'ambiance, etc. Mais encore une fois, no rush. Je veux dire,
En fait, on a le droit de se laisser le temps de faire les choses et d'augmenter et de s'améliorer toujours et encore et de provisionner, comme tu le disais tout à l'heure, et à la fin de se dire, OK, je vais passer par un pro et puis là, je vais être à un super haut niveau. Et en plus, ça permet une autre chose. Bon, tu vas me dire si j'ai raison ou tort, mais ça permet aussi d'avoir des éléments de comparaison. Parce que quand on se lance, en fait, on part de rien. Du coup, rien, et puis on a fait 20, c'est pas mal, on a fait 100, c'est bien. Et puis, en fait, on va avoir besoin d'un certain temps pour savoir si ce qu'on a mis en place comme démarche d'un point de vue de communication numérique, ça a un impact. On n'a pas de référentiel. Voilà, on n'a pas vraiment de référentiel. Donc, en fait, aussi avoir ce temps long de balbutiement, il permet aussi de capter un certain nombre d'informations, notamment, on en parlait tout à l'heure sur les petits cookies qui juste permettent d'avoir des cookies statistiques de mesure d'audience, mais qui partent pas avec la session de l'utilisateur et qui sont vraiment juste là pour savoir combien de temps je suis restée sur mon site. Utile, pas vas-y. Si j'ai été cliquée sur mention légale ou pas, enfin voilà, ce type d'informations. Et puis, du coup, quand on va voir un professionnel, on a un peu d'infos à lui donner aussi. Donc, on va pouvoir avoir des KPI sur le professionnel et son apport. Et ça a vraiment du sens parce qu'on sait pourquoi on a payé. On voit une réelle différence. Si on tire le fil de notre indépendant, qui a trouvé son nom de domaine, qui a rempli son site maintenant avec des photos libres de droit, avec du contenu, il a écrit, il est parfait, il est prêt à le publier. Il lui manque des documents légaux. Quels sont les documents qui doivent figurer absolument sur un site web? Et puis, comment est-ce qu'on fait pour trouver ces CGV, ces CGU et autres mentions légales? Alors, on ne les trouve pas déjà. On ne les trouve pas, on les rédige. Comment est-ce qu'on fait? Alors, où est-ce qu'on peut trouver des ressources? C'était une question piège en fait. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les ressources pour avoir ces mentions légales, pour les rédiger? De qui est-ce qu'on s'entoure pour rédiger ces mentions? Alors, on s'entoure. Alors, tout à l'heure, je disais, il y a des gens qui sont très débrouillards en fonction du degré de complexité et des fonctionnalités du site. Il y a un degré de complexité dans les mentions. Alors, dans les mentions légales, non, puisque les mentions légales, c'est votre RCS, le nom de l'entreprise, le capital, l'hébergement. Enfin, je veux dire. Vous regardez 4 mentions différentes, vous allez voir, c'est toujours la même structure. Et en fait, il y a un code de commerce, vous allez sur servicepublic.fr, vous aurez l'information, il n'y a pas besoin d'un avocat pour faire ça. Enfin, voilà, c'est toujours mieux quand c'est un avocat qui le fait parce que forcément, on est sûr de ne pas se tromper. Surtout, il a une assurance, donc si jamais il s'est trompé, on peut lui taper dessus. En revanche, il faut dire ce qu'il est. Je veux dire, notre intérêt est aussi là. En revanche, ça, c'est quelque chose que le créateur peut faire. En revanche, on va avoir besoin d'avoir des conditions générales de vente ou de service. Donc là, c'est vraiment comment je preste et comment je passe une relation commerciale dans le cadre de mon activité. Il ne faut pas oublier non plus qu'un site internet, ça peut héberger ce type d'informations. Ce qui peut être intéressant, on parlait tout à l'heure de la réservation en ligne, mais on pourrait aussi acheter de la presta en ligne, même si ce n'est pas quelque chose qu'on va s'envoyer. Typiquement, tu donnais l'exemple du coach sportif. Je veux réserver un créneau, je clique, je réserve mon créneau, je le paye, super cool. Le coach, il a son paiement, la personne a réservé, on regarde pour comment annuler, etc. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut encadrer. Et là, le site internet, en fait, il est un véritable appui, soutien au développement commercial. Et les conditions générales que j'aurai dans le site, en réalité, c'est les conditions qui vont s'appliquer, c'est les conditions d'abonnement et je ne vais pas chez la personne, vous voulez bien me signer ça. Enfin voilà, donc c'est déjà fait. Donc c'est déjà fait, c'est quand même pas mal. Quand c'est bien pensé, c'est quand même pas mal parce que ça évite un peu de paperasse. On va avoir aussi tout ce qui permet d'archiver ce type de situation. On va avoir des sites qui vont générer des factures. Bon, c'est pareil, hein, d'un point de vue comptable, quand on est libéral, on a aussi ces aspects à couvrir. Donc voilà, les preuves comptables de l'acte que j'ai passé, ça a du sens de savoir les conserver, de ne pas avoir des papiers qui traînent. Voilà. Donc ça simplifie la vie du libéral, la vie administrative du libéral. Le site peut aussi faire ça. Et puis après, on aura politique de confidentialité, important. Et le gestionnaire de cookies avec la politique cookie. D'accord. Voilà. Et puis, à la toute fin, on a un document qui n'est pas obligatoire, mais qui est quand même vivement conseillé, que sont les conditions générales d'utilisation du site Internet. Les conditions générales d'utilisation du site Internet, c'est quand vous êtes sur mon site, vous l'utilisez selon une charte que moi j'ai développée, que j'ai décidée. Et donc, par exemple, vous n'enlevez pas mes images, vous ne les réutilisez pas. J'ai une protection sur mon logo, sur ma marque, que j'ai déposée pour 300 € à l'INPI. Bon, vous ne pouvez pas l'utiliser.
tout ça, on le rappelle, et c'est pas obligatoire. En revanche, c'est vivement conseillé. Et pour ça, est-ce qu'il faut s'entourer d'un professionnel? C'est conseillé. C'est conseillé. Mais en fait, c'est comme tout. Quand vous êtes naturopathe, si vous dites je m'achète un petit bouquin, je fais ça dans mon coin, la naturopathe, elle dira prends un naturopathe pour le faire correctement. Là, c'est la même réponse que je vais ne dire. dirai pas le contraire. Voilà. C'est tout à fait logique. On va dans un instant prendre des questions. Donc, si tout ce qu'on a dit jusque maintenant, vous allez réagir, c'est le moment pour poser des questions. On a 2 professionnels qui vont pouvoir y répondre, donc profitons-en. Je vous propose juste avant qu'on regarde une courte vidéo qui présente assez bien le partenariat entre la Maïf et Captain Contrat et la façon dont les indépendants sont accompagnés à l'image d'Oriana aujourd'hui. Claire Cano, je suis la cofondatrice de luckylock.com. Je m'appelle Mazni Sada, je suis gérant de la société SM Driver. Damien Schmitz, le fondateur de Our Kebab. Je suis Nicolas Cholet, je dirige une société qui s'appelle One Click Conseil. J'ai entendu parler de Captain Contrat dans un réseau d'entrepreneurs. Par l'intermédiaire de mon réseau. Sur Internet. On m'a conseillé de travailler avec eux. J'ai fait une levée de fonds pour Our avec un fonds d'investissement. En parallèle, moi j'avais besoin d'aide pour tout le juridique et tout le bagage administratif. Créer l'entreprise en France, c'est pas évident et du coup ils m'ont facilité la tâche, ils ont tout fait eux-mêmes. Alors nous, on a utilisé Captain Contrat pour les PV d'approbation des comptes donc sur l'exercice passé. On a utilisé également Captain Contrat pour faire des CGV d'un nouveau site internet qu'on a lancé. Donc là, j'ai vraiment pu m'appuyer à fond sur Captain Contrat qui a tout géré pour moi. Ça a été rapide et efficace. Et c'est vrai qu'on a été très surpris par la qualité du travail des avocats, alors qu'on ne s'attend pas forcément à ça quand on fait une demande sur internet. Et surtout, on a vraiment un vrai dialogue avec l'avocat, donc c'est très personnalisé. Et pour le prix, vraiment, je pense pas qu'on puisse trouver mieux. Et on avait vraiment envie pour ces documents de passer par un avocat qui s'engage, donc c'était exactement ce qu'on cherchait. Et donc tout ça à un prix très raisonnable pour notre start-up. On ne connaît pas forcément d'avocats spécialisés en droit du travail ou en droit commercial. Là, on est tout de suite mis en relation, donc c'était simple et rapide. Je recommande Captain Contrat à d'autres entrepreneurs, à tous ceux qui ont des besoins juridiques ponctuels, mais qui ne peuvent pas avoir un avocat à plein temps, comme c'est notre cas. Et on se retrouve juste avant de passer aux questions. Moi, j'en ai une dernière. Si on continue l'aventure de notre indépendant, qui a publié son site internet maintenant, ça y est, il est prêt, il est à jour sur tout est bon. Il y a un vrai sujet maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait venir du monde sur le site internet? Comment est-ce qu'on fait pour émerger parmi tous les sites qui existent déjà? Si je suis naturopathe et que je tape naturopathe, j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir créé mon site web. Comment est-ce qu'on fait pour être bien référencé? Ah ouais, ça c'est une question qui est extrêmement vaste. Alors, la bonne nouvelle quelque part, enfin, du moins ce qu'il faut retenir, c'est qu'un indépendant, il va forcément travailler dans une zone de chalandise donnée. Si je suis naturopathe, alors peut-être que j'ai des perspectives de développement national, voire international, mais en règle générale, on parlait d'une traductrice, elle va plutôt travailler avec un réseau plutôt local. Et dans ce cas-là, on préconise plutôt de travailler des expressions qu'on appelle long train, enfin des expressions qui sont qualifiées, où je vais chercher par exemple accompagnement sportif, par exemple Seine-Saint-Denis, ou coach sportif, boxeur, tac. Donc c'est assez précis. Et sur des requêtes qui sont assez précises, le niveau de concurrence va permettre, si le contenu éditorial est à la hauteur, de pouvoir sortir sur du moyen long terme. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on travaille du référencement, j'aime bien naturel. Donc le fait d'être trouvé par Google comme étant pertinent et de pouvoir cliquer sans payer, je ne sais pas, de l'achat publicitaire, ça prend vraiment du temps. Ça prend minimum 6 mois, c'est ce qu'on préfère nous dire par exemple aux clients qu'on accompagne, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on commence à travailler sur des expressions qui sont très concurrentielles. Voilà. Typiquement, là on tape cuir, il y a Wikipédia et il y a un des sites qui s'appelle DécoCuir sur lequel on travaille depuis des années. Mais pour travailler sur des expressions comme ça, un mot et sortir en pole position sur ma thématique, ça met des années. Mais notamment si vous tapez en effet expert ou accompagnement naturopathe, à l'Île-sur-Sorgue dans le Vaucluse, là non seulement Google by Business, c'est-à-dire le fait de se référencer sur un compte gratuit va permettre sur la map de sortir, mais le site va aussi sortir parce qu'il y aura un contenu vraiment éditorial qui va parler de votre expert basé à Vaucluse, dans la petite ville charmante de l'Île-sur-Sorgue, vous accueille pour vous faire profiter des joies et du bien-être avec l'ambiance de l'eau que l'on connaît de ce petit village. Bref, donc là, il va y avoir un vrai descriptif qu'on rejoint, et après un expert SEO, c'est-à-dire du référencement naturel, pourra venir travailler le technique, le balisage. Parce qu'en fait, dans le SEO, il y a 3 univers. Il y a la partie technique, donc vraiment c'est le côté code.
Ça, la plupart de nos clients ou des indépendants ne veulent pas entendre parler de l'aspect code purement. Ça, c'est le job que font dans l'ombre certains référenceurs ou web designers ou webmasters un peu aiguisés. Il y a la partie contenu. Là, c'est ce que je vais écrire, vraiment. Ça, c'est le pilier central du référencement parce que Google voit en priorité des textes, des images, des vidéos et ainsi de suite. Il voit vraiment la qualité du contenu éditorial. Il y a une technique dans le contenu éditorial. Et après, il y a le troisième volet, c'est les backlinks. C'est-à-dire le fait qu'un internaute, soit sur un forum ou sur un autre site, dise « Super ce naturopathe ». On est vraiment parti sur cet exemple. Oui, pourquoi pas. Voilà. Super ce naturopathe, franchement j'ai suivi ses conseils, je dors trop bien la nuit, je suis super zen, ma famille est ravie de ma zénitude retrouvée. Bon voilà, et donc elle met comment dire, un petit lien sympa sur un forum ou sur un autre site. Et ça c'est un lien. Et un lien, il y a un autre site, c'est un vote. Ça, c'est le backlink. Et backlink, les liens externes en fait, voilà. C'est un vote et d'ailleurs Google a même été créé grâce à ça. L'historique de Google, on pourra en parler des heures, mais de Larry Page et de Sergey Brin, c'est qu'ils ont en fait créé c'est pour ça qu'ils ont pulvérisé AltaVista Yahoo à l'époque. Ils ont créé un algorithme qui prenait en compte la dimension vote et backlink. Et en effet, ça a fait ce que Google est aujourd'hui, quoi. Parce que si le contenu est bon contenu, j'en parle. Et donc, c'est populaire. Vous avez la reconnaissance des tiers, la reconnaissance de notre internaute. Donc, progressivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais du backlink, du bon contenu sur un site avec un environnement concurrentiel qui se fait, qui n'est pas trop poussé, va permettre, comment dire, aussi de sortir. Alors, ça ne se fait pas, comment dire, je veux dire, on te coûte cuire à peau. C'est un vrai travail. Donc là, en effet, sur la partie texte, on peut inciter les clients, nous parfois on leur donne des devoirs, mais entre guillemets, c'est une plaisanterie de dire ça. On leur dit bon, moi je ne connais rien, comment dire, à l'utilisation de l'aloe vera dans tel type de décoction, quoi que ce soit. Faites-moi un texte. Et après, le regard du référenceur va se dire ok, moi je vais structurer techniquement ce site, tac tac, pour mettre les balises. Ça c'est son job, les mots-clés, la densité des mots-clés, la façon dont ça va être maillé d'une page à l'autre, pourquoi tel mot-clé revient dans une balise, un tel et revient dans le title. Bon bref, des trucs de référenceur, mais la substance, la moelle en fait, ça va être vraiment le texte. Et après on va pouvoir travailler dessus. Donc ça c'est long. Donc typiquement, on en parlait tout à l'heure, si je laisse mon site faire son job, un site one page, je peux après m'en occuper une heure ou 2 heures par mois. Mais le site fait son job, il est très bien. Si après je me dis, ouais, je vais travailler le référencement, je parlais du fameux, comment dire, appareil médical dans le Var, où c'est des salles qui se remplissent. Là, c'est un budget, comment dire, c'est pas un de nos clients, c'est un partenaire. Il a, comment dire, un budget de plusieurs centaines d'euros, donc milliers d'euros de référencement. Par contre, lui, il remplit ses salles. Donc, comme ça, mais ça se fait en automatique. C'est le prix d'un commercial. Voilà, c'est son commercial digital. On en revient toujours à la même chose. Mais non, en fait, step by step, je peux commencer comme ça. Je peux commencer à me positionner sur quelques mots-clés. Et après, je me prends au jeu. Soit je le confie à un prestataire, comment dire, professionnel, qui lui va pouvoir déployer ça. Soit, comment dire, j'essaye de me positionner sur quelques mots-clés. Et je verrai progressivement quand j'aurai moyen, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est un enjeu. Alors là, on n'a parlé que de la partie référencement naturel. Après, bien évidemment, il y a le référencement payant. Est-ce que je l'achète du Google Ads, du Facebook Ads, ou même sur Bing, on peut faire du référencement naturel tous les payant, sur DuckDuckGo, sur Quant, sur tous les moteurs de recherche. Donc le search marketing fonctionne comme ça. Il y a l'environnement social media, après il y a l'affiliation. Mais là, on est dans un environnement, on bâtit des campagnes web marketing multicanal, mais on n'est pas dans un environnement qui va concerner un indépendant. Pour l'instant. Ouais. Si lui, avec une petite partie de référencement, c'est bien calibré, et il remplit déjà son agenda, voilà, très bien. Le job est fait et c'est, je pense, ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas qu'il hésite aussi à demander des conseils à des experts, comme on le disait tout à l'heure. Oui, une remarque là-dessus. Alors, à voir si c'est toujours d'actualité parce que j'ai un doute. Mais il y avait un chèque numérique qui permettait de... C'est d'actualité, il a été prolongé. Voilà. Et il ne faut pas oublier d'aller voir ce type d'initiative. Et quand on crée son business en ligne, d'aller demander à la région, à la ville, au niveau du département, d'aller regarder les aides pour ce type de service parce qu'il y a des prises en charge, des subventions, il y a des choses qui existent et du coup, il ne faut pas du tout lésiner sur ce type d'aide parce que voilà, quand on parlait tout à l'heure de faire un BP, quand on a des charges, derrière on trouve des entrées et quand dans les entrées il y a quelques centaines d'euros pour faire du référencement par exemple ou acheter des mots, ça peut avoir, ou bien acheter son nom de domaine.
Ouais. Complètement. Voilà. Donc ça, c'est le chèque numérique. C'est en ce moment, c'est Ouais. 500 € et ça peut rentrer typiquement l'abonnement Wix, l'achat du nom de domaine. Oui. C'est typiquement le genre de dépense qui peut être prise en charge par ce chèque numérique. Oui, et il y a une autre initiative, et je ne sais pas non plus si elle est encore en cours, qui permettait de prendre 50% de la facture dans la limite de 1 500 €. Donc c'était une facture de 3 000 € qui était payée, c'était 50% qui était remboursé. Et c'est des dispositifs qui sont répartis au niveau étatique sur des régions qui ont aussi une certaine latitude pour prendre les décisions sur le montant des enveloppes à allouer. D'accord. Typiquement, en région PACA, on peut avoir des montants qui pouvaient aller jusqu'à 6 000 €. Ah oui, c'est conséquent Non, mais pour c'est lancer. conséquent. Donc en fait, c'est vrai que ça faut vaut s'enseigner. vraiment, C'est un vraiment le réflexe coup. à avoir parce que il y a des dépenses quand on se lance et je pense qu'il faut avoir ce réflexe de se dire non, je suis pas tout seul. Ouais. C'est un très bon conseil. Alors, on a une dizaine de questions qui sont arrivées en même temps et il nous reste près 25 minutes. Donc, on va essayer d'y répondre. On a une question qui nous vient de Charles. Dois-je, dès le début de mon projet, prendre en compte la partie juridique, Oriana? Oui. Alors la réponse est oui, parce que la partie juridique, elle permet d'accoucher son business model et de savoir où est-ce que je commence, où est-ce que je m'arrête. C'est tout. Et elle permet d'avoir un cadre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire des choses compliquées, lourdes. Voilà. Tout à l'heure, j'expliquais que quand on a une adhésion, c'est parce qu'on a eu un message qui était clair, simple, précis, concret. Ben là, c'est pareil pour le juridique. Donc, on se pose ces questions en amont. Par exemple, la question du juridique qui est « est-ce que je suis assurée ?» J'ai un cas dont je peux vous parler très récemment, d'une plateforme qui s'est lancée en ligne. Alors, ce n'est pas indépendant, c'est une plateforme qui s'est lancée en ligne. Et puis, des gens ont créé, ont pris des cartes, ont créé des comptes et se sont auto-facturés. Et en fait, c'était des cartes, enfin, c'est des codes de cartes volées. La plateforme en question, est-ce qu'elle a une société? Est-ce qu'elle a une assurance? Et en fait, toutes ces questions-là, il faut se les poser avant de se lancer. Vous êtes un indépendant, vous faites faire du sport à quelqu'un, vous n'avez pas pris d'assurance et la personne se fait une cheville pendant qu'il est avec vous, comment vous vous couvrez? Voilà. Donc ça, le juridique, il est là aussi pour mettre des bouées là où il y a des zones de danger en fait. Voilà. Donc on se pose la question en amont, ça ne veut pas dire qu'on rédige tout de suite, ça veut dire qu'on se pose la question. Moi régulièrement, j'accompagne des entrepreneurs, des créateurs, juste pour faire une note sur la responsabilité, sur le cadre légal qui leur est imposé. Juste ça. Donner un cadre. Voilà, on donne un cadre et après ils font ce qu'ils ont à faire, ils grandissent, ils créent leur projet et ça coûte quelques centaines d'euros, c'est pas quelque chose de très cher, mais en revanche, on sait exactement où on met les pieds. On va prendre une deuxième question qui, elle, nous vient d'Alexandra. Je n'ai pas compris ce qu'est un CMS. Pouvez-vous détailler? Ah oui, très bonne question. En fait, ça veut dire Content Manager System, le système qui permet de manager, donc de gérer le contenu d'un site. Donc un Donc, en CMS, fait, WordPress. c'est un logiciel tout simplement qui permet de gérer son site. J'ai un logiciel pour faire de la compta si j'utilise Excel par exemple de manière simple. J'ai un logiciel pour créer un site. Donc là, vous allez directement avoir un logiciel qui vous permet de choisir quelle image va apparaître devant. Et vous avez un back-office. Donc c'est vraiment ça, il faut considérer ça comme un logiciel qui fonctionne intégralement sur Internet et qui permet, de gérer en toute autonomie le site. C'est ça, un CMS. CMS qui nous permet de créer des sites web. Voilà, tout à fait. Okay. Une troisième question qui nous vient de Leadwin. C'est quoi un template? Alors un template, c'est vrai qu'on est dans l'univers du web, je m'en excuse souvent, on est plein de jargon. En fait, c'est un modèle tout simplement. C'est un modèle. Un modèle, patron. c'est un patron, exactement. C'est un patron où tout est déjà prédéterminé. Vous avez par exemple 3 photos, on dirait pour un match à page d'accueil de telle dimension, c'est comme ça. Après, vous avez des visuels avec des zones de produits, votre activité, la super machine, pour gagner la forme. Hop, l'aloe vera et après la tisane. On va dire, on est dedans. Ça m'aura plu ce soir, je serai à fond. On reste dans la thématique. Très bien, c'est présenté comme ça. Page 2, qui sommes-nous? Depuis ma découverte dans les Hautes-Alpes de patati patata, je me présente, spécialiste de naturopathe. Et en fait, tout ça, c'est déjà prédéfini. C'est un modèle. Donc en fait, voilà, c'est le modèle. Donc, Et là, ça, En fait, c'est un squelette. C'est ça, c'est un squelette. C'est Plein de bien de dire synonymes. squelette aussi. Une autre question qui nous vient de David. Que pensez-vous de faire payer le continuer sans accepter les cookies? J'en pense, si ça fonctionne, il y a plein de sites qui le font actuellement, si ça fonctionne et qu'ils n'ont pas perdu d'audience, je trouve ça très bien. Je veux dire, en fait, non mais c'est pas aujourd'hui, ils donnent un service, ils monnaient le service. Voilà, c'est simple.
c'est un parti pris, mais voilà, j'en pense rien. Enfin, je veux dire, c'est un choix. Si on a il faut connaître en fait son panel. Il faut connaître ses visiteurs. Si on a des visiteurs suffisamment captifs pour qu'ils acceptent de payer 2 € pour rentrer sur la page, très bien. Si on n'a pas des visiteurs captifs, ils vont faire au retour et ils vont aller sur un autre site et voilà, vous allez perdre. Après, je ne connais pas les statistiques Tu l'as déjà vu ? qui font ça. Oui, en fait, Voilà, il y en a plein actuellement. Pour un indépendant, je ne pense pas que ça soit le sujet. Parce que typiquement, que je mette un cookie, à la rigueur, je n'en mets pas. Si on se dit, je prends le parti de ne rien divulguer, si j'en mets un avec quelques données, c'est pas parce que quelqu'un va refuser que je vais refuser mon contenu. Non, mais c'est surtout que tous les cookies ne nécessitent pas un consentement. Exactement. Je veux dire, donc, on doit se poser la question de ce qu'on veut mettre, et ensuite on va regarder si c'est une exemption de la CNIL pour requérir un La question était en fait, consentement. entre guillemets, subtile parce qu'il y a beaucoup de sites médias, je ne vais pas citer, des sites médias qui, eux, en fait, gagnent leur vie parce qu'ils vendent de l'espace publicitaire. Ils sont obligés, entre guillemets, d'avoir les cookies pour pouvoir après retargeter et retravailler avec les plateformes et les systèmes d'affiliation et les régies. C'est-à-dire que si je ne prends pas les cookies, je ne vais pas donner la localité du contenu. Si j'ai un journaliste à forte valeur ajoutée qui a fait dans X, sur tel journal, il y a un article en ligne, et si pour le lire, je n'accepte pas les cookies, c'est vrai que eux, il y a une fragilité de leur propre modèle économique. Alors, ce qui peut être, entre guillemets, critiquable, c'est très démocratique comme débat, parce qu'on peut très bien se dire, moi je considère que le web c'est gratuit, j'ai envie d'accéder à un contenu, et si j'accepte de donner mes informations personnelles, on me dit, ouais, quand c'est gratuit, le produit c'est moi, c'est dans la tendance un petit peu d'être vigilant, c'est une très bonne chose, ça peut soulever le débat. Mais c'est plutôt certains sites de gros médias qui font ça. En fait, si je peux être très désagréable, aujourd'hui on a été extrêmement mal éduqués parce qu'aujourd'hui on a accès à un certain nombre de choses de manière complètement gratuite et on trouve ça complètement normal. Sauf qu'on découvre aujourd'hui, on découvre ou pas d'ailleurs, que il y a un revers à ça. Il y a un modèle derrière. Et qu'il y a un modèle économique qui est basé sur un certain nombre d'informations que j'ai accepté de donner, qui font de la stat, qui me permettent d'avoir pour ces sociétés d'affiner un certain nombre de choses. On a par exemple aussi toutes les initiatives qui disent venez répondre à mon questionnaire. Bon, il faut savoir que quand on vient répondre à un questionnaire, on donne de l'info à la société et ça lui permet d'améliorer son service, son produit, son image. Enfin, d'accord ? Et ça lui crée, en fait, il y a quand même une création de chiffre d'affaires derrière ça. Il y a une création de valeur, en fait. Voilà, c'est pas de l'argent, mais il y a une création de valeur. Donc, je crois qu'il faut sortir de ça en se disant, en fait, quand j'utilise un service, ça vaut quelque chose. Et je pense que pour les médias type journalistique, je pense qu'il faut être très vigilant. C'est une profession qui a aussi besoin peut-être de faire évoluer son business model. Il y a des sites aujourd'hui où vous payez un abonnement pour avoir des contenus tout de suite et puis où vous attendez et vous avez accès un peu plus tard à ce contenu. Donc vous payez entre guillemets de l'instantanéité. Et voilà, donc il faut se poser cette question-là. Et quand on est un indépendant, je ne suis pas sûre que cette question soit finalement au cœur du problème. Quoi. Ouais. C'est le paradoxe de l'utilisateur qui, en fait, j'avais même organisé un micro-débat sur une école de commerce dans laquelle j'interviens avec des étudiants qui sont plongés au cœur du digital. Et on est dans le paradoxe suivant, c'est-à-dire, en fait, j'ai du mal à accepter le fait de tout donner, me sentir vraiment mis à nu sur Internet. Pourtant, je ne supporte pas d'avoir retapé mon mot de passe. Je ne supporte pas lorsque je reprends la vidéo YouTube que j'étais en train de regarder, de reprendre depuis le début. C'est hyper pratique de retomber exactement au même endroit. Quand je remplis mon formulaire et que je tape juste le début de mon prénom et que j'ai tout le formulaire qui est rempli. Exactement. Ça, c'est HubSpot fait ça très bien. Donc, ça se permet, ça pré-rempli, ça facilite. J'ai moins d'efforts à fournir et en moins d'efforts, je reste plus focus sur ce que j'étais en train de faire. Et pourtant, je n'ai pas envie de donner Donc, il y a un équilibre. Okay. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et c'est une excellente chose que la partie, au niveau de l'État, cherche à le légiférer et que ça soit aussi relayé et mis en conformité avec des spécialistes du droit comme Oriana. Donc, c'est une bonne chose. C'était une très bonne question. Une question qui nous vient de Jeanne maintenant. Auriez-vous un Wix français à nous recommander ? Un Wix français. Est-ce que ça existe un CMS français ? Alors, je n'aurais pas de Wix français. C'est vrai qu'on a tendance à avoir une vision parfois internationale.
un CMS, ou du moins, je n'ai pas personnellement testé, donc je pourrais difficilement recommander, parce que forcément, nous, on est plutôt sur la partie e-commerce, et on a développé notre propre CMS chez New Oxatis. D'accord. Donc là, maintenant, forcément, je connais bien notre propre CMS. Par expérience et par partenaire, je connaissais bien Wix, WordPress, un peu Spip, du Drupal, parce que c'est un peu la Rolls-Royce, comment dire, du site vitrine qui fait aussi un peu du e-commerce. Mais après, un Wix français, voilà. Mais peut-être que le tien… Oriana, Je- est-ce que tu connais un? En fait, ce qui est dur dans cette question, c'est que, alors là, pour le coup, je me sens extrêmement idiote, puisque j'anime un podcast sur la tech française et européenne, et j'ai encore pas reçu de Fondateur de CMS français. de CMS France, exactement. Alors, je pense à une agence web qui a créé son propre CMS qui est en région parisienne. En revanche, ce dont je suis sûre et ce qu'on peut lui répondre, c'est qu'en tout cas, ça existe, c'est sûr. Ça existe. En fait, Il faut chercher. on a un problème, et plus largement de lisibilité de l'offre sur les solutions tech françaises et européennes, et je suis sûre que ça existe. Je n'ai pas de nom là à donner. En revanche, je veux bien prendre le point et essayer par… Alors, il y a une société qui est une belle success story au niveau national, mais qui a développé son propre CMS et qui adjoint directement sous forme d'abonnement toutes les prestations de référencement, notamment géolocalisées. C'est une société qui s'appelle Jalis. D'ailleurs, on les connaît parce qu'en fait, c'est une société qui est en région PACA, qui, elle, a une très forte, comment dire… démarchage de terrain. Ils sont très présents aussi sur le terrain et ils ont à peu près 6 000 ou 7 000 clients. Mais c'est une boîte qui doit être, en termes de chiffre d'affaires, la deuxième ou la troisième agence française en fait. Eux, ils ont un vrai parti pris stratégique de se dire, en termes de study case, c'est intéressant. C'est pas du Wix parce que Wix c'est quasiment gratuit. C'est un outil, donc c'est un vrai CMS que vous pouvez utiliser pour administrer. Par contre, il est vendu sous forme d'abonnement avec des niveaux de référencement inclus déjà. Donc c'est pareil, là c'est du quelques centaines d'euros par mois souvent. Mais je sais que avec ces quelques centaines d'euros par mois, je peux avoir X visibilité. Alors après, il y a des atouts, il y a des avantages, c'est comme dans tout CMS. Je ne peux pas mettre en avant plus l'un que par rapport à un autre. Mais néanmoins, il y a comme ça des boîtes françaises qui ont construit des modèles économiques extrêmement pertinents, justement en développant un CMS qu'ils ont breveté d'ailleurs. Parce que tout à l'heure on parlait de l'INPI. Et je trouvais ça assez remarquable parce que c'est une étude aussi que je mène avec des étudiants. C'est OK, derrière, il y a la stratégie tech derrière. Quelle stratégie ils ont breveté. Ils ont déposé un brevet. Ouais, c'est un breveté sur la façon dont les pages sont automatisées. Et ils sont dans la French Tech et ainsi de suite. Et ça a été, comment dire, une étude de cas qui est assez remarquable pour ça. Parce que c'est un petit cocorico. Parce que ça reste une agence, mais qui aujourd'hui fait X dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Bravo à eux. Une question qui nous vient de Julia. Existe-t-il des templates, donc des modèles, à télécharger avec RGPD mention légale déjà préparée? Non. Non, et pour quelle raison? Pourquoi? Parce que c'est propre à chaque structure. En fait, c'est comme si on me demandait est-ce que je peux avoir, je sais pas, quelque chose qui serait ultra personnalisé, mais déjà tout prêt. Oui. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne sais pas comment elle travaille. Donc, je ne vais pas savoir quels sont les délais de livraison, comment je vais livrer, quels sont les moyens de paiement, quels sont les partenaires d'hébergement, où est-ce qu'elle va héberger, où est-ce que sa société est enregistrée. Toutes ces informations-là, quelle est son activité? Parce qu'on parle de template. Je vais avoir un template, on va changer, on arrête la naturopathie, on va dire qu'on est artiste, musicien. Par exemple, je suis musicien et je suis d'accord, vous m'achetez ou dessinateur et vous m'envoyez une photo, je fais un petit croquis de vous en BD. Bon, ça, on aurait un freelance qui fait ça, ok, très bien. La personne décide de faire ça en ligne. Donc, vous achetez une petite BD, on imagine un business comme ça. Un personnage, deux personnages, une famille, voilà, un petit cadeau personnalisé. Ok, c'est quoi son business model? Comment il travaille? Est-ce que c'est par taille? Est-ce que je vends en ligne avec une livraison instantanée? Est-ce que j'ai une livraison physique? Est-ce que le document il est simplement créé sur un fichier numérique qui m'est livré? Et donc en fait la livraison là, c'est un mail en fait, ça va être un fichier ou un lien avec
une HD qui permet à la personne de l'imprimer, ou est-ce que c'est un vrai dessin et que ce vrai dessin, je l'ai sur une... je le reçois par la poste. Je ne sais pas répondre à ça. Donc, je ne saurais pas rédiger quelque chose de complètement basique. En revanche, il ne faut pas se tromper. Il y a un certain nombre de clauses qu'on va vouloir voir. Voilà. Ça, c'est sûr. Ouais. Plutôt qu'un template, est-ce qu'on n'a pas une liste de questions à se Oui. poser Ah, bien qui nous sûr, permettent alors, à nous c'est ça, ensuite c'est ça. de rédiger ces différentes mentions Bah, légales? Tout à l'heure, on le disait, quand on est malin, on fait un benchmark. Quand on fait un benchmark, il y a des choses qu'on voit de manière systématique. Et donc, la réponse est dans la question. Je vais observer ça. Je vais observer que tout le monde commence ses CGV en disant « voilà qui je suis, j'ai une zone de définition, un utilisateur, un client, un fournisseur, un prestataire, le service, des passages, le site ». Ça paraît idiot, mais bon, voilà. Donc, je vais avoir des passages obligés. En revanche, la construction, comment j'ai fait ça c'est complètement personnalisé. Ok, il va nous rester encore une dizaine de minutes pour prendre quelques questions supplémentaires. Une question qui nous vient d'Elodie maintenant. Le nom de ma marque peut-elle être la même qu'une autre si pas le même secteur d'activité? Est-ce que je peux vendre par exemple des oranges Adidas? C'est le fameux cas de Montblanc. Ça, c'est le cas typique en propriété intellectuelle où alors, en effet, quand on dépose une marque, elle est associée sur un défaut standard à 3 classes parmi D'accord. 48 classes de produits et services. Donc, en effet, la crème Montblanc n'est pas la même classe de produits et services que le stylo. Oui. Donc, les marques peuvent exister. Donc, on peut déposer une marque qui peut être créée, en effet, une confusion, mais qu'elles sont dans des classes différentes. Justement, ça ne créera pas de confusion. Oui, qui peut créer oui. Voilà, Ça ne pas de confusion parce que c'est des classes complètement différentes. Exactement, c'est des classes différentes, c'est une typographie différente, c'est un logo différent, c'est des couleurs différentes. C'est-à-dire que je regarde Montblanc, je vois bien que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça me saute aux yeux. Ça ne porte pas à confusion Il n'y du tout. a pas de débat, ça ne porte pas à confusion. Donc, il faudrait étudier la possibilité, parce que peut-être qu'Adidas a déposé l'alimentaire. Pourquoi pas? Je veux dire, À regarder. mais complètement, on peut imaginer. Quand je vois que le Paris Saint-Germain a fait un partenariat avec de l'eau, et qu'aujourd'hui il y a une bouteille de cette eau qui est logotée Paris Saint-Germain, je me dis que on peut imaginer On s'en que doute pas. Adidas déposait des eaux. Enfin, voilà. On Ouais, vérifie c'est vrai, c'est sur vrai. le site de l'INPI du coup. Alors, on vérifie sur le site de l'INPI, mais pas que, parce que l'INPI, c'est au niveau européen. On peut aussi regarder, en fonction de la portée de ce qu'on souhaite, les sites internationaux de protection des marques. Après, là, on est sur des indépendants, donc je ne sais pas si Après, ça aurait ce que un je sens. ne sais pas, ce qui est intéressant dans la question, c'est est-ce qu'après, si je dépose une marque dans une autre classe de produits et services, est-ce qu'après, lorsque je prends le point en point, par exemple, org, alors que la marque initiale l'a déposée sur le point .fr, est-ce qu'on peut permettre une coexistence, sachant que les marques initiales étaient déposées? Parce que quand on dépose un nom de domaine, on ne l'associe pas à des classes. Et que la marque reste prioritaire par rapport Mais du coup, ce n'est pas le même chemin d'accès. Donc, je sais pas. En fait, ce n'est pas le même chemin d'accès, ce n'est pas la même adresse. Si j'ai un point .org alors qu'à côté j'ai un point .com, je ne suis pas sur le même chemin. Ce qui serait très étonnant, c'est que la marque n'est pas déposée, n'est pas une stratégie assez protectrice, notamment en termes de parasitisme ou de typo-squatting. J'imagine qu'Adidas a dû déposer un seul D ou 2D ou 3D. Vous voyez, parce que en fait, en typo-squatting, on rajoute un D, l'œil humain Oui. ne le pas le percevoir détecte facilement, pas ouais. tout de suite, en fait, parce que quand on cherche, on tape, et puis ce sont des erreurs qui sont courantes. Donc là, je pense quand même qu'il y aurait des éléments qui viendraient limiter l'enregistrement de ce type de nom de domaine. Après, si on fait ça, par exemple, on dirait Montblanc crème, bah voilà, crème Montblanc. C'est voyez. logique. Et du coup, c'est pas Montblanc les stylos. On comprend, il n'y a pas de confusion encore. Voilà, et là, il n'y a pas de confusion. Ouais, il faut lever toute forme de confusion. Mais la question est intéressante. Ouais. On a justement une autre question intéressante dont on a un peu effleuré aussi le sujet tout à l'heure. C'est Jacques qui nous la pose. J'ai entendu parler de droits gérés et libres de droit en photo. Mais qu'est-ce? Donc on a des banques d'images qui ont des photos qui sont libres de droit, gratuites. Exactement, qui sont mises à disposition en fait, par leurs auteurs et qui les mettent à disposition du grand public. Voilà, c'est tout simplement. Ok. Et donc ils peuvent avoir limité cette exploitation de leur création à certaines activités. Donc ils vont dire c'est une utilisation privée ou bien c'est une utilisation à des fins commerciales qui est tolérée.
On a eu une autre question de la part de Jeanne. Est-ce que c'est onéreux de se faire accompagner d'un point de vue juridique à la création de son entreprise? Quelle est l'enveloppe qu'il faudrait consacrer? Alors, quand on est indépendant, je ne suis pas sûre qu'on crée une entreprise. Le statut d'indépendant, On crée une micro-entreprise, c'est un une statut URL. juridique. On va s'enregistrer auprès, par exemple, d'un répertoire, auprès du répertoire des métiers ou des artisans. Enfin voilà, ce sera pas une création de société en tant que telle. Sinon, on sera sur un enregistrement auprès d'un greffe avec la création de statut. Donc, ça dépend ce qu'on va couvrir. C'est pas quelques milliers d'euros, hein. Ça peut être en fonction de ce dont on a besoin, ça peut être en dessous de 2 000 euros. En dessous de 2 000 euros, d'accord. Donc tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y avait des chèques qui permettaient de prendre en charge un certain nombre de frais. Là, c'est pareil. À se renseigner du coup sur tout ce qui peut exister dans toutes les aides. Une nouvelle question de la part de Charlotte. J'entends beaucoup parler de l'AFNIC. Quel est son intérêt et la différence avec des sites comme Wix? Les deux proposent de réserver des noms de domaine. Alors, en fait, L'AFNIC. ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde des noms de domaine, il y a les registres. Alors, c'est un peu compliqué de tout, là, en quelques minutes, de tout décrire. Mais Wix revend un nom de domaine qu'il a lui-même, vraisemblablement, qu'il réserve par une plateforme qui est un registre qui permet, lui, de vendre ce nom de domaine, en fait. Et quand vous achetez sur Wix le nom de domaine, Wix vous dit, pour quelques euros, vous aurez votre nom de domaine. Mais il faut bien veiller à ce que vous soyez vous-même le titulaire du nom de domaine. Attention, il y a quelques subtilités. Oui, parce qu'en fait, les plateformes, on a même souci, nous, en interne. Enfin, souci, même sujet. Ça veut dire qu'on a des clients qui nous disent, je ne vais pas m'occuper, moi, d'aller chez Gandhi, chez OVH ou sur n'importe quel registraire pour gérer le nom de domaine, parce qu'après, ça veut dire qu'il va falloir que je vous donne les identifiants. Moi, je rapatrie... On va leur dire, non mais c'est simple, vous allez sur le serveur, vous rapatriez les DNS, vous faites les redirections, c'est pas mon job. Ils veulent juste pas entendre ça en fait. Bien sûr. Donc nous, on a un système, et là dans nos conditions générales, c'est marqué qu'on peut être mandaté pour réserver au nom, et bien sûr uniquement au nom, sans jamais s'octroyer la propriété du nom de domaine, pour justement, en tant que prestataire technique, s'occuper de la réalisation de nos domaines. Et après, nous, on va associer ce nom de domaine au site. Et d'ailleurs, après, nous, on s'occupe aussi de la partie hébergement. Voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, on rachète pour revendre. Mais en fait, là, c'est de l'ordre de quelques euros. On ne va pas marger là-dessus. Mais typiquement, un Wix peut très bien, ou un d'autres systèmes peuvent se dire, je rachète chez un Gandhi à 10, et moi je revends à 20, parce que d'ailleurs j'aurai peut-être des coûts techniques, c'est pas uniquement pour faire de la marge pure, c'est parce qu'il y a des coûts peut-être de process, de gestion pour faire ça. Et donc c'est vrai que moi vu les coûts qui sont quand même somme toute assez, on parle d'un déjeuner à midi en fait pour des noms de domaine, vu les coûts de parfois 10, 20, 30 euros, mieux vaut passer typiquement par la personne qui va s'en occuper, et vous n'avez pas à vous soucier après d'accéder au serveur, et vous êtes plutôt sur votre concoction de naturopathie. Oui, alors là, je vais me permettre de te contredire un tout petit peu, et moi je dirais oui, mais non, parce que la confiance, ça a une limite. Tu as dit, on n'est jamais le propriétaire. Aujourd'hui, moi je vois dans des contrats d'agences web qu'ils se gardent le droit. En fait, ils ont une réserve de propriété sur l'ensemble des créations, et donc aussi l'ensemble de ce qu'ils auront acheté pour le compte du client, tant que tout n'est pas payé. Et donc là, vous imaginez bien qu'à partir du moment où il y a un petit conflit parce que je voulais ça et puis c'est pas ce qui m'a été livré, eh bien, il y a une rétention qui est faite, et au final on dit mais attendez, je peux même plus administrer mon site, je peux rien faire, donc je suis obligée de payer la facture pour récupérer mon site. Et ça, c'est quand même un sujet. Donc oui, on se prend la tête un tout petit peu, on se met dans les chaussures qui ne sont pas les nôtres, et on va voir où est-ce qu'on met son adresse, et on achète son nom de domaine, et on se pose la question. Et quand on cite la Gandhi, OVH, tous ces sites sont très bien faits, ils expliquent bien comment récupérer, comment administrer un DNS, ils ont des super services support où avec un chat, vous parlez avec quelqu'un, donc on fait cet effort, et on va, pour moi... Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le soulever, parce qu'il y a des gens qui abusent, et quand on ne sait pas, on est souvent un peu noyé par des experts qui arrivent avec c'est plus simple, ça va être moins cher, c'est machin, etc. Et en fait, on se dit, j'ai confiance.
Ouais, parce qu'on ne Voilà. va pas lire les conditions générales. Et c'est vrai. Nous, typiquement, on avait abordé cette problématique avec une vraie question d'éthique. C'est-à-dire, c'est juste pas possible de pouvoir s'octroyer, on va pas de la rétention par rapport au nom de domaine. C'est pour la raison pour dans les conditions générales, il y a ces éléments qui sont, comment dire, actualisés et qui parlent de ça. Après, c'est vrai, comme tout à l'heure, on parlait d'une agence aussi. On en avait plusieurs qui sont dans ce cas de figure. Et tu ferais Bien tout sûr. à fait bien Et notamment, sauter. les agences qui sont en abonnement, je le vois souvent sur les agences en abonnement. Ah oui, oui, Voilà. c'est clair. Et en plus, les abonnements sont là pour 4 ans. Oui. D'accord. Donc, voilà. Je dirais que quand on se lance, quand on est indépendant, on prend un risque. Le risque, ça se mesure. Et ça se mesure en ayant un certain nombre de réflexes qui est de vérifier ce qu'on va acheter. Et même quand on a confiance, quand vous vous sentez un peu acculé, que vous avez l'impression que vous n'avez pas trop le choix, dites-vous, je ne le fais pas, je vais réfléchir. On va réfléchir. Il nous reste 1 minute pour répondre à 2 questions. Ça va être du quiz. Une question qui nous vient de Natacha. Pourrait-on avoir quelques précisions sur le référencement en 1 minute. Attention. Alors, en 1 minute, c'est impossible. Parce qu'il faut voir que le référencement, il y a le référencement payant et le référencement naturel. Le référencement naturel, ça consiste à faire en sorte que le contenu de votre site puisse satisfaire le fameux algorithme de Google pour vous mettre en première page. Parce qu'en fait, grosso modo, on sait qu'on est à la première page. C'est là où il faut être. C'est le but. La seconde, il n'y a déjà quasiment plus personne. En troisième, il n'y a personne. Donc, Voilà. le payant et le naturel. Voilà, On a et le payant est naturel. Donc il y a vraiment et c'est deux métiers qui sont complémentaires et différents. Et nous, on a tendance, comment dire, à jouer sur tous les canaux, bien sûr, mais à moyen long terme, pour la rentabilité, c'est bien de travailler donc, sur la partie SEO, donc le référencement naturel. Et on a une dernière question. Que pensez-vous en termes de communication des .net, .co, .io, peu importe, ont-ils une influence ou non sur les potentiels clients? Doit-on privilégier le .com ou le .fr? Quand on veut rester comment dire, franco-français, c'est bien de prendre un .fr. Oui, ou un local, un .bzh, on le voyait tout à l'heure. Alors, par contre, en fait, on a une stratégie. Il faut se poser la question de la stratégie de squat en fait, de son espace. Et donc, aujourd'hui, quand vous allez sur OVH ou sur Gandhi, vous mettez .org et il vous dit pour 4 € de plus, vous pouvez avoir un pack avec plusieurs. Et du coup, là, ça permet de couvrir un certain nombre de choses. Et en plus, ces sites-là vont rediriger sur une adresse principale, en fait, sur un site principal. Donc, voilà, c'est pas déterminant. Ouais, en termes de com, c'est pas déterminant. Ouais, c'est pas déterminant. Il y a une petite incidence en termes de référencement où Google va, si je travaille uniquement en français, c'est plus pertinent d'avoir un .fr. Après, ça permet de décliner les extensions selon les pays où je veux aller. Mais c'est epsilon par rapport aux 200 facteurs qui régissent. C'est pas essentiel. Voilà. Très bien. Un immense merci pour votre participation à tous les deux et pour vos éclairages. Un immense merci à toutes vos questions, à vous qui avez participé surtout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au nom de la Maïf pour le prochain webinar indépendant, le personal branding pour mieux se vendre. Belle soirée. Merci. Un grand merci pour nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine, le 17 juin à 18h30 pour le prochain webinar Maïf indépendant, le personal branding pour mieux se vendre. Pour s'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur www.maif-conf.fr et à la semaine prochaine.